je suis convaincu que ce qui demeurera, c'est ce que l'on veut faire ensemble. À mesure que votre jeune État précise sa personnalité, il lui vient peu à peu l'envie, l'idée, l'intention de la démontrer et de la faire valoir au dehors. Cela est très normal. Je vous répète que pour cette œuvre, la France est avec vous, comme elle le fut hier et comme elle le restera demain. Je viens de signer l'acte le plus important qu'un homme, en général, qu'un homme d'État africain peut signer, c'est-à-dire l'accession à l'indépendance de son pays. La Mauritanie, avec ses noirs et avec ses blancs, est comme l'œil. Celui-ci ne va pas bien et ne peut donc jouer pleinement son rôle que quand ces deux parties, la noire et la blanche, qui ne peuvent être séparées, sont en bonne santé. J'ai toujours chanté Mokhtar Ould Daddah en réalité. J'ai chanté pour lui parce que j'ai chanté ses œuvres. J'ai chanté la création de la monnaie nationale. أممنا للقطاع والمعدن وفطن فم خبطنا الاستعمار بعمارة لينهدم. Il a façonné ce pays avec toute sa force et toute sa foi. Quand on parle de l'homme, il faut parler de son origine et de son contexte. Venant d'un milieu maraboutique, éduqué à la médersa de Boutilmite, ensuite à l'école supérieure Blanchot de Saint-Louis, et par la suite ayant fait des études en France, notamment de droit, Mokhtar Ould Daddah est la quintessence d'un métissage culturel entre la tradition, la modernité et ce que je peux appeler la prospective, puisque c'était un homme qui avait une espèce de vision par rapport à son environnement. Et je crois que le mérite qu'il a eu, c'est de s'associer d'autres leaders mauritaniens qui l'ont aidé dans ces moments difficiles et qui lui ont permis de bâtir à partir du néant un État et de consolider, de renforcer la nation. Mokhtar Ould Daddah, rahimahullah, était un homme de consensus, un homme de dialogue, un homme de l'avenir. C'est un homme extrêmement humain, très large d'esprit, très droit sur le plan de droit, de la justice et de l'intégrité. Il a une intégrité irréprochable. Irréprochable. Au moment de la création de cet État, d'abord il n'y avait pas d'État. Il y avait ce qu'on appelait la Mauritanie, et au moment où on parlait de son indépendance, personne n'y croyait. D'abord parce que dès sa naissance, elle était contestée de l'extérieur et de l'intérieur. De l'extérieur par les revendications marocaines, par de notre côté les tendances de fédération du Mali, fédération du Sénégal, et ensuite par ses propres enfants qui étaient bassistes, nasseristes et tout ce que l'on voulait, sauf d'être mauritanien. Donc cet État est parti de zéro, personne n'y croyait, sauf un homme qu'on appelait Mokhtar Ould Daddah, qui savait que ce pays devait exister, il va le faire exister. En vertu de l'accord signé le 19 octobre 1960 entre la République française et la République islamique de Mauritanie, acte qui a été approuvé par les parlements des deux États. Je proclame solennellement l'indépendance de la République islamique. Il y avait des forces centrifuges contre l'unité et contre même l'existence de l'État. Nous avons tous compris qu'il fallait
nous prémunir contre ces forces centrifuges. On a vu que la Mauritanie pouvait être un État viable et solide. Et disons, c'est à partir de ce moment-là que tout le monde s'est mis derrière le gouvernement et tout le monde a travaillé dans la même direction. Et on peut dire que les années de travail véritable et de sacrifice se situent entre 64 et 75. Pour nous à l'époque, c'était vraiment passionnant parce qu'il fallait beaucoup de ténacité, de bonne volonté pour imposer l'idée d'une nation. Bon, il faut le dire, à l'époque, il y avait beaucoup de défis. Il y avait beaucoup de défis. Il y avait des convoitises, parce que le Maroc, à l'époque, dans les années surtout 56 et avant, voulait que la Mauritanie fait partie du Maroc, alors que les Mauritaniens ont dans la tête leur histoire, c'est-à-dire que le Maroc et la Mauritanie appartenaient à l'ensemble almoravide, et les Mauritaniens étaient en réalité les maîtres de l'époque. Il y avait à l'époque le Maroc qui revendiquait la Mauritanie, en disant que c'est un territoire marocain. Tout le monde le sait. Et nous disons que la Mauritanie est un territoire tout à fait net, un État net. Nous étions soutenus par la France, bien sûr, avec le président Bourguiba, qui nous a beaucoup aidés en tant que pays arabe. C'est bien après qu'est arrivé l'Égypte, le président Nasser. Il faut enfin dire que les syndicalistes ont joué un rôle prépondérant, un rôle de conscientisation, de prise de conscience des réalités du pays, et un rôle de passerelle de relations avec les syndicats des pays riverains et d'autres pays du monde. Nous avons eu un pays, comme vous avez dit tout à l'heure, un pays, hymne national, un drapeau. Et c'est peut-être que le l'hymne et les drapeaux portaient un sens qu'ils n'ont pas subi de changement. Et la capitale continue toujours à s'appeler Nouakchott. Le président Mokhtar a réfléchi et avec son équipe, ils ont décidé d'implanter la capitale à Nouakchott, ce qui fut à l'époque contesté par certains, mais qui s'est avéré être un choix remarquable. Nouakchott était un petit village situé ici. Il fallait trouver le site qu'il faut et on avait choisi là où est la présidence actuelle. C'est là où il y a eu la pose de la première pierre de la capitale. Et c'était passionnant parce qu'il n'y avait rien du tout à Nouakchott. Il n'y avait que le petit village qui d'ailleurs a été détruit en 1951 par les inondations. Et on a choisi de construire la capitale sur la dune. Là où nous sommes maintenant, qui s'appelle Tafarakzène, c'était des marécages. C'était une brousse. Ça n'existait pas. Ça, on ne pouvait pas imaginer que Nouakchott s'arrêtait en ce temps là où se trouve actuellement l'ambassade de France. Une image qui reste toujours présente. Les ouvriers qui sont venus construire la capitale étaient plus nombreux que les habitants de la localité de Nouakchott. Et c'était donc un casse-tête de pouvoir loger ces ouvriers et de pouvoir construire une capitale à partir du néant, à partir de 3 fois rien. Notre conseil de ministres vient de Saint-Louis toutes les semaines pour se réunir sur une tente. À ce temps-là, il n'y avait que le village de Nouakchott, qui est maintenant Aksar, et quelques petites maisons, celui-là, là où il y avait la présidence du conseil des ministres. Tout nous venait des autres capitales, particulièrement de la ville de Saint-Louis. Le goudron n'était pas entre Rosso et Nouakchott, non aussi entre Saint-Louis et Rosso au Sénégal. Donc imaginez pour ravitailler Nouakchott combien on caute. Depuis l'accession à l'indépendance jusqu'au changement du pouvoir, quand même c'est un État palpable, administrativement. Ce qui caractérise le président Mokhtar, c'est surtout ses qualités d'ordre moral. Lui-même disait que ce qui est le plus important chez quelqu'un, et c'est un chef d'État, sont ses qualités morales. Beaucoup plus qu'autre chose. Un pays où 80% de la population sont au niveau du seuil de la pauvreté, ceux qui vivent dans les luxes et ce sont des gens insolents, ce sont des gens inconscients. Et en tout cas, nous, l'école de Mokhtar, nous avons appris là-dedans
qu'il faut, pour servir ce peuple dans l'état où il est, il faut serrer la ceinture et n'avoir d'objectif que de créer les meilleures conditions pour ce peuple. J'ai longuement enquêté pour savoir ce dont il faisait. J'ai acquis la conviction que sans l'aide de quelques amis, et en particulier le chef d'État qui croyait en lui, notamment le président Fouet-Boigny, le président Aïdjo, le roi de Jordanie et d'autres, il n'aurait pas pu vivre, avoir les moyens de vie, simplement pour lui et pour sa famille. Ça, c'est exceptionnellement rare dans le monde et en Afrique notamment. Je me trouvais à l'étranger, mais j'ai suivi la proclamation de l'indépendance avec tout ce qu'il y a eu. Et cette question me rappelle une caricature du canard enchaîné, ce jour-là, dans une petite rubrique bien encadrée, où il dit « Une nouvelle république est née. Il n'y avait qu'une dune déserte, une tente et le drapeau.